troisième jour de sa visite de travail en Côte d'Ivoire, le chef de la diplomatie burkinabé a été reçu ce jeudi par le président de la République au palais présidentiel. Entre autres sujets abordés, les préparatifs du 5e sommet de traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. En économie, ce jeudi, le troisième rapport de la Banque mondiale sur la situation économique de la Côte d'Ivoire rendu public aujourd'hui. Le pays maintient son taux de croissance moyen de 9% par an dans un contexte régional plutôt morose. En revanche, le rapport pointe du doigt un marché financier ivoirien assez faible. La loi portant organisation du référendum a été adoptée aujourd'hui par les membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement. Cette loi organique détermine les modalités de la tenue du référendum prochain sur la révision de la Constitution ivoirienne. Le texte a été défendu par 3 membres du gouvernement. Et puis à l'étranger, le traditionnel défilé du 14 juillet en France, une parade axée sur l'engagement de la jeunesse et auquel ont participé plus de 3200 hommes et femmes militaires et agents de l'État, mais aussi 236 chevaux, 212 véhicules, 55 avions et 30 hélicoptères. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, le palais présidentiel qui a accueilli aujourd'hui Alpha Bari. Au troisième jour de sa visite de travail en Côte d'Ivoire, le chef de la diplomatie burkinabé a été reçu par le président de la République. Entre autres sujets abordés, les préparatifs du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, traité qui verra la participation du président Roch Marc Christian Kaboré à Yamoussoukro le 28 juillet prochain. Le compte-rendu de Viviane Haïm. Présent à Abidjan dans le cadre des préparatifs du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Bari, a été reçu ce jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Porteur d'un message du chef de l'État burkinabé à son homologue ivoirien, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso a indiqué que le président Roch Christian Kaboré sera présent à Abidjan à l'occasion du sommet, ce qui marque, a-t-il souligné, la normalisation totale des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous avons parlé des préparatifs du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et je suis très heureux d'annoncer que le président Roch Marc Christian Kaboré va arriver le 28 juillet prochain à Yamoussoukro dans le cadre de ce traité d'amitié, et ce qui marque une normalisation totale des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Nous avons beaucoup travaillé en cela et j'ai porté un message du président Roch Kaboré à son frère et aîné, le président Alassane Ouattara, pour le remercier des dispositions qui ont été prises dans ce sens et réitérer son engagement à œuvrer aussi dans le raffermissement des relations entre les deux pays qui sont très liés. Nous devons toujours travailler en cela. Et j'ai salué également le sens élevé du président Alassane Ouattara sur cette question. Depuis Addis Abeba, vous savez que les deux chefs d'État s'étaient rencontrés et se sont régulièrement vus en marge des grandes rencontres et ont travaillé à la chose à laquelle on aboutit aujourd'hui, à savoir cette reprise totale des relations entre les deux pays. Et le président Alassane Ouattara m'a demandé de transmettre également au président Roch l'engagement de la Côte d'Ivoire pour également faire développer ces relations, et c'est ce que nous allons faire à Yamoussoukro à la fin de ce mois. C'est d'ailleurs pour promouvoir leurs liens séculaires d'amitié et de bon voisinage que les deux pays ont signé le 29 juillet 2008 le présent traité d'amitié et de coopération qui se veut un cadre privilégié de coopération entre ces deux entités. Direction maintenant Kigali, la capitale rwandaise, qui va accueillir demain le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien prendra part à la 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Un sommet avec pour principal enjeu le renouvellement des instances dirigeantes. On fait le point avec notre envoyé spécial au Rwanda, Jérôme Kofi Abolin. 27e sommet de l'Union africaine à Kigali, un rendez-vous crucial en considération des défis auxquels doivent faire face les chefs d'État et de gouvernement de cette union, parmi lesquels le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, attendu ce vendredi dans la capitale rwandaise. Pour parler des enjeux de cette rencontre,
D'abord, l'élection d'un nouveau président de la Commission de l'Union. Plusieurs noms circulent déjà en ce qui concerne des candidats désireux d'être en compétition. Il s'agit du Sénégalais Abdoulaye Bathily, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique centrale, du ministre botswanais des Affaires étrangères Pelonomi Venson Mwatwa, de l'Ougandaise Speciosa Vandira Kazibwe, l'actuel envoyé spécial de l'ONU pour la lutte contre le sida, ainsi que du ministre équato-guinéen des Affaires étrangères Agapito Mbamokui. C'est donc l'un de ces prétendants qui, en cas de victoire, va succéder à la Sud-Africaine Nkosana Dlamini Zuma sur le départ. Aussi, un hommage spécial doit-il être rendu à la femme par les participants au sommet à travers la présidente sortante de la Commission de l'Union africaine. La conférence ayant choisi de plancher sur des sujets conformément au thème 2016, Année africaine des droits de l'homme, avec un accent particulier sur les droits des femmes. Il est fort probable que l'on accorde également une place de choix lors des travaux à l'intégration des peuples d'Afrique avec l'entrée en vigueur annoncée du passeport africain dans un premier temps réservé aux chefs d'État et ministres en attendant que cette mesure s'étende progressivement à l'ensemble des populations sur le continent. Et par rapport aux tensions conflictuelles encore visibles dans certaines parties de l'Afrique, il n'y a pas de raison que la rencontre de Kigali ne se préoccupe pas de la situation au Sud-Soudan et de la crise consécutive à la tenue de la dernière élection présidentielle au Burundi, pour ne citer que ces deux cas. Retour ici à Abidjan avec ces images du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui s'est entretenu avec Paulo Portas, ancien Premier ministre du Portugal. L'ancien chef de gouvernement portugais conduisait une délégation de l'entreprise Mota Enaril dans la capitale économique ivoirienne. Il s'est réjoui notamment de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Paulo Portas a aussi exprimé sa satisfaction suite aux discussions qu'il a eues avec Daniel Kablan-Duncan avant de rassurer de la mise à la disposition de la Côte d'Ivoire du savoir-faire portugais, notamment dans les domaines de la construction, du transport et de l'agriculture. Autre activité du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, il a pris part au 3e séminaire national sur l'énergie et les hydrocarbures. Plus de 400 experts du secteur ont réfléchi à l'avenir du secteur autour du thème « Quelle énergie pour une Côte d'Ivoire nouvelle, bilan et perspective ?» Les conclusions de leurs travaux devront permettre d'affiner la politique nationale et les stratégies de l'État pour faire du pays un hub de l'énergie. Le récit de Léon Bro. 3 nouveaux accords pour notamment la poursuite des investissements signés entre l'État et des opérateurs du secteur de l'énergie et des hydrocarbures, des actes à l'ouverture du 3e séminaire national pour estimer la quantité et la qualité d'énergie qui répondent à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'abord d'évaluer les performances de la politique énergétique nationale et sur la question des résultats satisfaisants entre 2011 et 2016. Au plan financier, le déficit cumulé de 270 milliards à fin 2011 a été totalement épongé à fin 2014. Au niveau des infrastructures de production, de transport et de distribution, la capacité totale installée s'est accrue de 44% pour atteindre 2000 MW en 2015. La production annuelle est passée de 6000 GWh à plus de 8600 GWh. Autre résultat de la réglementation et des récents investissements dans le secteur, la réduction du temps moyen de coupure d'électricité de 50 à 40 heures, la distribution et l'accès accru à l'électricité avec 4126 localités électrifiées en fin 2015 contre 2847 en 2011, une performance satisfaisante pour le gouvernement, mais insuffisante face à une demande annuelle d'électricité croissante de 10% depuis 2012, fait remarquer le Premier ministre. Le ministre avait prévu, et le gouvernement l'a suivi, d'atteindre 2000 MW en 2015. On l'a réalisé. L'objectif en matière d'électricité, c'est de faire en sorte qu'en 2020, on atteigne les 4000 MW, non pas seulement pour les besoins de la Côte d'Ivoire, mais aussi fournir les pays voisins. On a donné de plus de 6 000 milliards de francs CFA. Ça doit permettre de faire de grands investissements parce que le pays a besoin de plus en plus d'électricité dans le cadre notamment de ce qu'on appelle le PRONER, le programme d'électrification rurale. Entre autres problématiques donc à traiter, l'efficacité et la transition énergétique, l'intensification du développement des infrastructures d'hydrocarbures, des questions qui mobilisent jusqu'à ce vendredi plus de 400 experts à Yamoussoukro.
L'économie ce jeudi, c'est aussi le 3e rapport de la Banque mondiale sur la situation économique de la Côte d'Ivoire. Il a été rendu public aujourd'hui. Le pays vit une embellie économique avec un taux de croissance moyen de 9% par an dans un contexte régional plutôt morose. Mais le rapport s'intéresse fortement au développement du marché financier ivoirien qu'il juge faible. Les précisions de Lansine Bakayoko et Adama Kone. Selon ce 3e rapport de la Banque mondiale, avec un taux de croissance de 9% en moyenne, la Côte d'Ivoire reste un des champions du continent africain. Toutefois, le pays doit améliorer sa compétitivité et sa gouvernance pour aboutir à plus d'efficacité et d'équité au niveau des ménages. Mais le système financier est une faiblesse pour la Côte d'Ivoire. Les raisons sont doubles. La première raison, c'est que les épargnants ivoiriens ne placent pas leurs économies dans les banques ivoiriennes. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les banques, lorsqu'elles reçoivent l'épargne et les dépôts des Ivoiriens, n'octroient pas forcément du crédit aux entreprises privées. Ce rapport propose 3 pistes pour combler le retard. La première consiste à rapprocher les banques de leurs clients de manière à réduire les coûts de transaction et ainsi accroître l'inclusion financière. La deuxième piste concerne la diversification des acteurs du système financier. Les opérateurs de téléphonie mobile pourraient du coup se transformer en établissements de microcrédit et la législation sur la microfinance pourrait s'assouplir pour permettre d'émettre des chèques ou des cartes de crédit. Enfin, la troisième voie est de sécuriser le système financier à travers une régulation forte. Face à ces questions brûlantes, le gouvernement est déterminé à mener une nouvelle vague de réformes. Une réforme globale du secteur financier, tant au niveau national que communautaire, pour le rendre plus intégré dans tous ses composants, notamment donc les banques, mais effectivement les assurances, les établissements de microfinance ainsi que les fonds de pension. Bien plus, l'avenir économique de la Côte d'Ivoire dépendra aussi en grande partie de sa capacité à générer des gains de compétitivité au sein de son appareil productif. En tout cas, si ces changements sont opérés, affirme la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire peut gagner 2 à 5 points de croissance par an, ouvrant par la même occasion un boulevard vers l'émergence. Autre grand titre de ce journal, l'adoption ce jeudi de la loi portant organisation du référendum. Il a été adopté par les membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement. Cette loi organique détermine les modalités de la tenue du référendum prochain sur la révision de la Constitution ivoirienne. Le texte a été défendu par 3 membres du gouvernement, Aossou Kouadio Diano, Sansan Kambile et Ahmed Bakayoko. Le témoignage est signé Michel Digré. Ce texte n'est pas le projet de constitution, mais plutôt celui qui définit les conditions d'organisation du référendum. Les équivoques ainsi levés, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a présenté le premier chapitre du projet de loi portant organisation du référendum pour l'adoption de la future constitution ivoirienne. Ce chapitre qui indique que la commission électorale indépendante est chargée de l'organisation et de la supervision du référendum pour l'adoption de la Constitution souligne qu'une seule question sera posée aux électeurs, à savoir, approuvez-vous le projet de Constitution proposé par le président de la République? Le second chapitre indique que la liste électorale pour le scrutin référendaire est celle de 2015 actualisée par la commission électorale indépendante. Le dernier chapitre traite du contentieux électoral et de la proclamation des résultats définitifs. Les députés souscrivent à l'exposé des motifs. Le projet de loi est voté à l'unanimité en commission. La Constitution prévoyait donc le référendum, mais la Constitution même ne parle pas des conditions d'organisation de ce référendum-là. Donc cette loi vient combler ces vides juridiques-là qui définit les conditions d'organisation du référendum. Une étape est certes franchie, mais les regards sont déjà tournés vers l'avant-projet de constitution qui sera soumis au référendum. On attend que dans le laboratoire de nos érudits juristes, constitutionnalistes, qui ont été commis par le président de la République, qu'ils pondent, n'est-ce pas, cet avant-projet afin que nous nous prononcions là-dessus. Le texte viendra au Parlement pour être discuté et après il sera soumis au peuple. Je pense qu'avec ces 3 grandes étapes,
nous avons un niveau de consultation qui permet une plus large adhésion de tous autour de ce texte, qui est un texte qui doit fédérer toute la nation. On en vient aux échos de la 32e session du comité pêche de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Elle se tient en Italie, à Rome, et notre envoyé spécial à Rome a suivi de près pour vous la rencontre entre le ministre des Ressources animales et halieutiques, Obenan Kwasi Adjumani, et des pêcheurs. Hugues Blé. La situation de l'aquaculture et de la pêche en Côte d'Ivoire a essentiellement marqué cette séance de travail qu'a eu le ministre des Ressources animales et halieutiques avec le département des pêches de la FAO. Le nouveau projet de loi sur la pêche, les progrès réalisés dans l'application du code de conduite pour une pêche responsable, l'amélioration des statistiques de la pêche artisanale et continentale, la gestion et la prévention des pertes post-capture sont autant de questions abordées par les délégations de la FAO et de la Côte d'Ivoire. La FAO s'est engagée à produire un aide-mémoire sur les projets en cours afin d'intégrer les actions non encore prises en compte et formulées au cours de ces échanges. Dans le cadre de l'initiative bleue, nous avons 105 sites au niveau du littoral maritime. Nous avons 1350 sites au niveau continental. Et en ce qui concerne ces sites, certains méritent d'être aménagés pour permettre que les poissons y soient débarqués. Il y a eu des questions d'intérêt commun qui ont été évoquées et nous pouvons travailler ensemble. Nous serons aux côtés de la Côte d'Ivoire pour faire du développement de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire un exemple. Le ministre des Ressources animales et halieutiques repart du siège de la FAO et de Rome avec l'engagement de la FAO à soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire dans le développement de son aquaculture et de sa pêche. La visite de la ministre de la Communication aux organes de la presse privée a pris fin. La dernière étape a conduit Afoussiata Bamba Lamine au siège des radios Nostalgie et Al Bayan, l'union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, et pour la presse écrite, l'éléphant déchaîné, le mandat et le distributeur Edipresse. La tournée a permis à son initiatrice de se faire une idée des conditions de travail des journalistes. Elle a en outre appelé au respect de la convention collective. Franck Dio. Un lot de journaux invendus, plus de 60% jour, selon Bertrand Hall, directeur général d'Edipresse, qui a reçu la ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bamba Lamine, qui effectue depuis 3 jours une visite aux organes de presse privés et différentes structures sous tutelle. L'idée est de s'imprégner des conditions de travail. Le distributeur principal de la presse en Côte d'Ivoire dit être confronté à divers écueils. Ce sont l'adaptation à la nouvelle donne, le numérique, les zones difficilement accessibles et la contrefaçon. L'aide de l'État ne serait donc pas de trop. Le soutien de l'État, sollicité aussi par l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, dont le président a rappelé le rôle de relais social pour les organes de presse, l'éléphant déchaîné et le mandat, de lignes éditoriales opposées, une même préoccupation, l'accès au fonds de soutien et de développement de la presse. Rappelons que ce fonds est passé de 200 à 800 millions de francs CFA cette année. En le faisant, le gouvernement, évidemment, attend du secteur une responsabilité, évidemment, des journalistes. Et le second message, c'est de dire que les organes de presse doivent appliquer la convention collective pour le bien-être des journalistes et de tous les acteurs du secteur de la communication, qu'ils soient payés au minimum en respectant évidemment le SMIC légal, et que s'il y avait effectivement des entraves, que nous puissions en être informés, nous, ministère de la Communication, pour voir comment nous pouvons ensemble trouver donc des pistes de solutions. À la tutelle, d'exhorter donc les organes de presse à une meilleure collaboration et en leur sein à mutualiser leurs efforts. La ministre a demandé aux structures effectières de se rapprocher du fonds de garantie qui pallie aussi certaines insuffisances. Notons que les radios commerciales et confessionnelles Nostalgie et Al Bayan ont aussi reçu la visite de la ministre de la Communication qui n'a pas manqué de les féliciter pour l'excellence du travail abattu. Le commissariat des réfugiés HCR est à la recherche de solutions durables pour les réfugiés ivoiriens en Afrique de l'Ouest. La réflexion a été approfondie au cours d'un atelier. Le HCR avance beaucoup de chiffres. 58 000 Ivoiriens réfugiés vivent toujours en exil au Ghana. L'éclairage d'Alexis Ouedraogo. Objectif de cette réunion du Haut Commissariat des réfugiés,
permettre aux acteurs intervenant sur les questions des réfugiés ivoiriens d'harmoniser leur point de vue et finaliser une stratégie régionale. On a besoin de mettre en situation de confiance pour que les personnes reviennent. Cette situation de confiance a notamment été générée par le retour de personnalités qui effectivement témoignent du fait de le retour qui s'est fait sans ombrage, que le retour peut être garanti. Les solutions durables incluent entre autres le rapatriement volontaire organisé ou spontané des réfugiés vers la Côte d'Ivoire, l'intégration locale dans les pays d'asile ou encore la réinstallation vers un pays tiers selon des critères bien précis. Mais sur ce point, la ministre de la Solidarité, elle prêche un retour en Côte d'Ivoire. Moi, je veux les rassurer pour dire qu'ils n'ont pas de raison d'avoir peur. Nous ne judiciarisons pas le retour des réfugiés. À un moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a eu des crises. Aujourd'hui, l'heure est à la paix, à la sécurité et au pardon. Entre partenaires gouvernementaux, agences du système des Nations Unies, donateurs et spécialistes des ministères ivoiriens, plus d'une centaine de participants des pays accueillant les réfugiés ont pris part à la rencontre. Les prochains jours devraient donc dévoiler une politique commune plus efficace. Outre les réfugiés, la rédaction s'intéresse aussi ce soir au phénomène de l'immigration clandestine. Pour beaucoup, c'est l'histoire du mirage de l'Eldorado. En Côte d'Ivoire, la pratique gagne du terrain et la ville de Daloa est devenue la plaque tournante des candidats à l'aventure. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes qui vont vers des pays dits développés à la recherche de mieux-être au risque de leur vie. Il faut freiner l'élan tout simplement. C'est le plaidoyer de la direction des Ivoiriens de l'extérieur avec une fondation allemande qui mène une campagne de sensibilisation dans la commune d'Abidjan et les villes de l'intérieur du pays, l'étape de Grand Bassam et de Yopougon dans ce récit de Franck Quadio. Ces 20 dernières années, le nombre de migrants qui seraient morts en tentant de gagner l'Europe par la Méditerranée est estimé à 22 000 selon un rapport de l'Organisation internationale des migrations OIM. En Côte d'Ivoire, ils sont de plus en plus nombreux ces jeunes qui migrent de façon irrégulière vers les pays développés à la recherche de meilleures conditions de vie et ce, au péril de leur vie. Lors de la réunion avec le ministère de l'Affaires étrangères allemand, il est apparu que la Côte d'Ivoire serait passée à la 4e position dans ce phénomène qui est quand même assez grave. Freiner donc ce flux migratoire et empêcher la jeunesse de gagner l'Europe par la Méditerranée. Mission qui ont conduit la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur et la fondation allemande Friedrich Neumann à Grand Bassam et Yopougon. Plusieurs activités réalisées. Des projections de films montrant les dangers de l'immigration clandestine, notamment le naufrage des bateaux de fortune et les nombreuses pertes en vie humaine. Nous avons vu tout à l'heure un documentaire qui montre les conditions quasiment inhumaines dans lesquelles ces jeunes-là sont en essayant de traverser. Je pense que la vie est au-dessus de la recherche de ce pécule-là, parce que je pense que ces personnes-là, avec une meilleure organisation, peuvent bénéficier de plus qu'en Europe en restant dans leur pays. Souhaitons sensibiliser nos jeunesses afin qu'il y ait une prise de conscience véritable sur les risques qui sont liés à la migration irrégulière. Lorsque les Ivoiriens veulent voyager, il y a des ambassades, ils doivent se rendre dans ces ambassades, ils doivent prendre les informations nécessaires afin d'éviter de se retrouver dans des pays où leurs droits ne seront pas respectés. Démarrée le 10 juin à Daloa, cette campagne de sensibilisation sillonnera tour à tour les villes d'Anyama et Korogo dans les prochains jours. Dans bien de cas ces dernières années, l'immigration clandestine a toujours été marquée par des naufrages en Méditerranée. Il faut donc tourner le dos à la pratique au risque de sa vie. Illustration parfaite avec ces corps de 675 personnes noyées qui ont été retrouvés par la marine italienne. Les restes de plus de 450 personnes ont été retirés du petit chalutier renfloué récemment et qui avait coulé il y a plus d'un an avec des centaines de migrants. Dans un autre registre, le salon de la vulgarisation du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan et le plan directeur d'urbanisme des chefs-lieux de région a pris fin hier au plateau. Pendant 3 jours, les populations ont pu échanger avec les aménageurs agréés du district d'Abidjan sur les possibilités d'acquisition de terrain et ont pu également voir et apporter des suggestions au plan directeur d'urbanisme des 32 chefs-lieux des régions. À son terme, tous les participants jugent l'initiative satisfaisante. L'événement sera désormais annuel, comme nous le montre Herman Niamien. En 3 jours de présentation du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan,
d'exposition des plans directeurs d'urbanisme des 32 chefs-lieux des régions et de présentation d'offres de terrains urbains bientôt viabilisés, l'événement a enregistré plus de 3500 visiteurs. De quoi ravir le ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui voit en cette mobilisation l'intérêt que le foncier suscite chez la population. Nous demandons aux uns et aux autres de se rapprocher à compter de maintenant des bureaux d'études, même au-delà de ces 3 journées. Ainsi, les requêtes pourront être reçues jusqu'au 15 septembre pour ce qui concerne donc les schémas directeurs de l'intérieur du pays. Pour les aménageurs fonciers agréés, l'initiative est salutaire parce qu'elle leur a permis de mieux faire connaître leur profession et aussi de la crédibiliser davantage. Très bonne initiative parce que bon, là on faisait les logements, les gens nous demandaient souvent qu'ils voulaient des terrains. Donc c'est une très bonne initiative. Et vraiment, on a eu beaucoup de gens qui sont passés sur les stands. On ne s'attendait pas du tout à ce monde. Moi, je pourrais dire que déjà, dans un stand, on peut enregistrer un peu plus de 1000 passages. L'État a mis à la disposition des 37 aménageurs agréés dans le district d'Abidjan plus de 1000 hectares de terrain. À cette cérémonie de clôture, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme les a invités à respecter le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan dans la mise en œuvre de leurs travaux d'aménagement foncier. Ces derniers se sont engagés à jouer la carte de la probité afin de mériter la confiance placée en eux. Pour mieux orienter le développement communautaire dans la région du Guémont, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, a entamé en 2014 une étude prospective dénommée Plan Marshall du Guémont. 111 projets avec 38 structurants ont été détectés pour favoriser ce développement sur 19 années futures. Les résultats des travaux ont été remis aux populations et au conseil régional du Guémont. Le compte-rendu de Doigt des Lasers. Frappée par la crise politique et militaire de 2002 à 2011, la région du Guémont dans l'ouest de la Côte d'Ivoire veut amorcer son développement. Pour réussir le pari, le BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, vient en appui. La structure a initié une étude prospective dénommée Plan Marshall du Guémont pour la reconstruction et le développement de cette région d'ici à 2035. 111 projets, dont 38 structurants, ont été détectés pour un coût global de réalisation estimé à 258 milliards de francs CFA. Le rapport de cette étude, remis officiellement au conseil régional du Guémont. Le concept de l'émergence n'est pas aujourd'hui propre à la région du Guémont parce qu'il y a des véritables besoins qui ne sont pas encore résolus. Nous pensons que là où il n'y a pas de route, là où il n'y a pas de l'eau, là où toutes les populations ne sont pas capables d'avoir des écoles pour que leurs enfants soient scolarisés, là où il n'y a pas de tabac dans les classes et que les enfants sont obligés de s'asseoir, même le sol, c'est une difficulté. On ne peut pas parler d'émergence dans une telle région. Voilà aujourd'hui le cri de cœur. La région du Guémont, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, compte 4 départements avec une population estimée à plus de 900 000 habitants. À l'étranger, ces images qui nous viennent du Soudan du Sud, où le calme reste toujours précaire après les affrontements du week-end dernier qui ont opposé l'armée gouvernementale aux ex-rebelles fidèles au vice-président Riek Machar. Il n'y a pas eu de combat ce 14 juillet pour la 3e journée consécutive, mais plusieurs pays étrangers évacuent leurs ressortissants. Après la France, l'Allemagne, les États-Unis, entre autres, c'est au tour de l'Ouganda. Ce sont plus d'une centaine de soldats ougandais et une cinquantaine de camions qui sont entrés au sud du Soudan afin d'évacuer les quelques 2000 ressortissants ougandais. Selon le porte-parole du gouvernement ougandais, cette opération durera 10 à 20 jours au maximum. On termine avec le traditionnel défilé du 14 juillet en France, qui a enregistré cette année un peu moins de soldats que les années précédentes. Un défilé axé sur l'engagement de la jeunesse et auquel ont participé plus de 3200 hommes et femmes, militaires et agents de l'État, mais aussi 36 chiens, 236 chevaux, 212 véhicules, 55 avions et 30 hélicoptères. Le commentaire d'Herman Guivet. Paris, Champs-Élysées, place de la Concorde, nous sommes le 14 juillet, jour de l'indépendance, jour de la France. La Marseillaise perce le silence presque trompeur de ce jour de fête. L'instant est solennel. Voici 220 ans que cet appel pour la gloire de la France a été adopté comme hymne national. François Hollande, le président, reçoit les honneurs militaires. Dans les loges,
le secrétaire d'État américain chargé des questions diplomatiques, John Kerry. Des enfants de la patrie rassemblés pour ce jour de fête, un 14 juillet où la démonstration de la puissance militaire française, la patrouille de France, des hélicoptères de combat, des Tigres, des Rafales, déchirent le ciel parisien d'une traînée de fumigènes tricolores. Un spectacle que les Français n'ont pas voulu se faire compter, une célébration, la toute dernière de François Hollande en tant que président. François Hollande qui donnera d'ailleurs la dernière interview de son quinquennat, la courbe du chômage, le bras de fer entre le pouvoir et les syndicats pour ce qui concerne la loi travail, El Khomri, le Brexit, l'engagement dans la lutte contre le terrorisme, le traumatisme de ces attentats encore présents dans les esprits. Tous les sujets seront abordés. Effectivement, tous ces sujets ont été abordés au cours de cette interview qui s'est tenue aujourd'hui à 11h heure d'Abidjan et 13h heure française. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.